Salut à tous, c'est Nicolas. Comme son titre l'indique, dans cette vidéo je vais défendre l'idée que les conflits socio-cognitifs ne doivent généralement pas concerner des éléments techniques, c'est-à-dire des éléments qui se rapportent au comment faire et plus particulièrement des éléments qui concernent le corps des pratiquants. Je vais défendre qu'idéalement les conflits socio-cognitifs doivent être organisés de manière à ce qu'ils concernent plutôt les éléments tactiques, c'est-à-dire le quoi faire, plutôt que le comment faire. Et cette vidéo va notamment pouvoir vous servir comme antithèse dans une partie d'écrit 2 concernant les conflits socio-cognitifs. En thèse, généralement les étudiants défendent à l'intérêt des conflits socio-cognitifs, et cette vidéo peut donc vous permettre de nuancer cette thèse et de montrer au correcteur que les conflits socio-cognitifs ne constituent pas pour vous une recette magique. Les conflits socio-cognitifs ne doivent pas être utilisés n'importe quand et n'importe comment, mais dans des conditions bien précises. L'explication derrière l'idée qu'il faille privilégier les conflits socio-cognitifs sur la tactique plutôt que les conflits socio-cognitifs sur la technique se situe dans l'hypothèse de l'action contrainte de Wolff, McNevin et Shea 2001. J'ai fait une vidéo sur cette hypothèse, vous pouvez aller la revoir. Initialement, cette hypothèse de l'action contrainte avait été formulée par Wolff pour expliquer la supériorité du focus externe sur le focus interne, mais selon moi, elle peut également parfaitement expliquer pourquoi les conflits socio-cognitifs ne doivent pas concerner les éléments techniques de la tâche. En effet, cette hypothèse de l'action contrainte explique bien que mettre de la conscience dans sa motricité, notamment via la verbalisation, va contraindre celle-ci et la rendre moins efficace. Dans ces conditions, le pratiquant performe et apprend moins bien. Or, si les élèves doivent débattre entre eux au sujet de leur motricité et de leur technique, cela va forcément les amener à conscientiser celle-ci, à focaliser leur attention sur leurs mouvements, et donc à basculer dans une motricité consciente, c'est-à-dire dans un focus interne qui est bien moins efficace pour la performance et l'apprentissage. C'est pour cette raison qu'il faut orienter les débats des élèves sur des éléments non techniques, de manière à ce que ces débats soient réellement efficaces pour les élèves et non néfastes. Bon, je vais quand même nuancer un peu cette affirmation puisqu'il peut y avoir des exceptions, et dans certains cas, les débats et la verbalisation sur la technique peuvent malgré tout être bénéfiques. Dans les activités à but de forme, c'est-à-dire dans le champ d'apprentissage 3, la forme du corps constitue généralement le but fondamental de ces activités. Et comme l'explique Kunzel 2007, dans ces activités à but de forme, se focaliser sur la technique n'est pas problématique. Ainsi, dans ce cas précis, les conflits socio-cognitifs peuvent être bénéfiques puisque les débats sur la technique ne vont pas nuire à l'apprentissage. Mais je précise bien que c'est une exception, et cette exception est elle-même contestée par certains auteurs, notamment par Wolff qui défend l'idée que même dans les activités à but de forme, la focalisation sur son corps est néfaste. En tout cas, retenez qu'en règle générale, il faut orienter les débats et les conflits socio-cognitifs sur la tactique plutôt que sur la technique. Sinon, les débats vont entraîner une conscientisation de la motricité des élèves et donc une baisse de leur performance et de leurs apprentissages. Cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.